cette semaine, eh bien, c'est le grenier de l'économie. Je vous recommande cette chaîne sur YouTube qui fait des analyses économiques du niveau de Philippe Béchat, du niveau de, bien sûr, Marc Touati, et qui là nous parle de la dette française, de la catastrophe dans laquelle cette dette va nous entraîner, puisque nous sommes le pays sans doute le plus socialiste et le plus mal géré au monde, malheureusement. Alors, peut-être un peu moins socialiste que la Corée du Nord, et encore ça restera à prouver. On ne sait pas exactement ce qui se passe en Corée du Nord. En tout cas, la catastrophe avance à grands pas. Le pays est incapable de se réformer, comme j'ai expliqué. On a, pour sortir du socialisme, on a un bon exemple, c'est les Chinois qui ont réussi à le faire à partir des réformes de Deng Xiaoping, donc en 1979, je crois, ça a commencé. Et puis, on a un exemple qui a montré que c'était impossible, qui est l'URSS. L'URSS, même si Andropov, au début des années 80, avec conscience que ce système ne marchait pas, il a été incapable de réformer, lui et son successeur, Gorbatchev, parce que en fait, je pense que le socialisme était allé trop loin, et peut-être qu'il n'y a pas cette aptitude chez les peuples européens de se réformer en douceur, comme ça a été le cas, pour la Chine. Voilà, c'est peut-être, disons, à très long terme. Et nous, comme je l'ai dit, dans les années 80, nous on a fait l'inverse, c'est-à-dire que on était une économie de marché et on est rentré dans une forme de turbo-socialisme, comme dirait Laurent Nicolas, et qui fait que ça ne s'arrêtera jamais. Et là, on voit d'ailleurs le dernier budget, c'est plus d'impôts, pas de réduction des frais de fonctionnement. Donc, une véritable... Et tout, en plus, avec la volonté de faire la guerre, au moins de faire semblant de vouloir la faire, du président Emmanuel Macron. Donc, voilà, nous en sommes. En tout cas, la vidéo est très intéressante, une 36 minutes, je crois, du grenier de l'économie, à ne pas manquer. Ce que j'ai bien aimé, et ça va me permettre de parler du sujet de la semaine, en tout cas pour la France, c'est la réaction de Hervé Ryssen et Laurent Ozon sur ce qui s'est passé, sur la condamnation de Marine Le Pen. Alors d'abord, je vais vous dire ce que j'en pense moi. Je pense que Marine Le Pen est plus responsable que coupable. Je pense que c'est une personne qui a toujours été incapable de s'entourer, qui surtout a toujours voulu s'entourer de gens qu'elle pouvait contrôler et moins intelligents qu'elle. Donc le résultat, on le voit en matière de politique étrangère, et puis on le voit également du point de vue de la gestion du parti, et je pense que c'est surtout ça, c'est surtout de l'amateurisme qui a amené à ce jugement catastrophique, mais je pense pas qu'il y ait eu la conscience, à mon avis c'est ce qu'elle aurait dû invoquer d'ailleurs, la conscience de voler, alors je sais pas si on peut appeler l'État, l'Union Européenne, lorsqu'elle a commis, dirons-nous, ces indélicatesses. Ça, c'est une première chose. Donc je pense en gros qu'il était normal qu'elle soit condamnée à quelque chose. En revanche, évidemment que ça pose un problème, c'est que, en principe, elle ne devrait pas être empêchée de se présenter aux élections. C'est effectivement un déni de démocratie, on peut dire ça, dans la mesure où elle représente aujourd'hui, en plus elle devrait arriver en tête du premier tour si les élections avaient lieu demain. Donc ça, évidemment, c'est le pouvoir au juge, mais c'est le pouvoir qu'elle-même a donné au juge. Ensuite, on se souvient qu'elle s'est réjouie au moment de l'affaire Fillon. En fait, la France a laissé passer l'affaire Fillon, c'est-à-dire, je rappelle, François Hollande, qui espérait se représenter, crée un parquet national financier qui est dédié pour chasser ses adversaires politiques, pour faire en sorte que ce ne soit pas le peuple qui décide du futur président, mais les juges français. Et donc ce système qui a largement satisfait Marine Le Pen, qui, si elle, encore une fois, avait été intelligente et courageuse à cette époque-là, aurait dit, même si François Fillon est mon adversaire, il est absolument pas normal que 4 mois avant les élections, une affaire de cette sorte contre lui. Elle ne l'a pas fait, donc maintenant, finalement, elle ne peut rien dire. Jean-Luc Mélenchon est plus intelligent, puisqu'il sait très bien que ça peut aussi lui tomber dessus. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, il dit à peu près la même chose. Je dis à peu près la même chose que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que oui, Marine Le Pen est coupable, mais moi je pense qu'elle est même plutôt responsable que coupable, parce que c'était la patronne. Mais en tout cas, l'empêcher de se présenter avec mesure immédiate, c'est-à-dire qu'elle pourrait même pas se représenter aux élections législatives s'il y a une dissolution du Parlement cet été. Tout ça est tout simplement... moi, ça ne me surprend pas, encore une fois, depuis 1792, en fait, la France n'est plus un pays de droit, c'est un pays du droit de la gauche bourgeoise, c'est elle qui décide, et cette gauche bourgeoise, aujourd'hui, elle s'incarne, comme le dit très bien Charles Gave,
chez les hauts fonctionnaires notamment, chez tous ces gens qui finalement n'ont jamais réellement travaillé dans le monde réel, dans le monde productif de l'économie. Donc c'est pour ça qu'on s'enfonce dans le socialisme. Et donc ce sont eux qui décident, les juges rouges et ces hauts fonctionnaires qui choisissent celui qui doit faire semblant de les gouverner. C'est Emmanuel Macron. Auparavant, ça a été François Hollande. Et puis, on ne sait pas qui ce sera en 2027, mais ils vont sûrement nous trouver quelqu'un d'absolument incompétent, comme ils savent le faire, et qui va nous faire du vent, et qui sera soutenu évidemment par la totalité du système. Alors ce que j'ai bien aimé, donc pourquoi j'en parle maintenant, parce que ce que j'ai bien aimé, c'est la réaction de Hervé Ryssen et de Laurent Ozon, qui est la même. C'est parce que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont appelé les Français à descendre dans la rue pour les défendre. Alors que Marine Le Pen n'a jamais été avec nous dans la rue pour la manif pour tous, pour les gilets jaunes. Elle était une covidiste radicale, et aujourd'hui, ceux qui descendent dans la rue contre la guerre, c'est François Asselineau, Florian Philippot, mais c'est surtout pas elle. Donc elle, en fait, elle a rejeté ceux qui sont capables de descendre dans la rue, parce que surtout au moment des gilets jaunes, il fallait quand même avoir un certain courage. Les yeux crevés, les mains arrachées, des milliers d'arrestations, de condamnations, tout ça, c'est vraiment la gauche bourgeoise telle qu'elle est. Encore une fois, je suis désolé, mais la gauche française et la répression, ça, c'est dans mon bouquin, tout y est expliqué. Eh bien, elle n'est pas intervenue pour protéger les Français. Donc je pense que d'ailleurs, la rue ne viendra pas. Personne ne va venir manifester pour Marine Le Pen, parce qu'en plus, les Français qui vivent chichement en ce moment, la pauvreté évidemment s'étend, voient quand même cette désinvolture dans la gestion du parti. Et donc ça a été très bien dit dans deux textes, à la fois par Hervé Ryssen et par Laurent Ozon, et je contresigne, d'ailleurs je les ai retweetés. Je vous invite à vous inscrire sur mon Twitter, également sur le compte TikTok. Ça y est, nous avons lancé le compte TikTok, donc on fera une petite vidéo par jour, on annoncera nos futurs programmes sur les différentes chaînes. Voilà, ne manquez pas ça. Mais maintenant, passons à l'économie. Et la grande nouvelle économique, évidemment, ça date de la nuit de mercredi à jeudi, à cause du décalage horaire, c'est les taxes Trump. Donc Trump a pris la parole donc en public, et il a montré qu'il allait finalement mettre des taxes équivalentes dans tous les pays par rapport à celles qu'il estime. Alors je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, il y en a qui m'ont paru quand même assez énormes. Est-ce que c'est du Trump, c'est-à-dire en fait c'est ce qu'il annonce ça pour pouvoir après négocier en position de force? Ce qui est clair, c'est que le monde je dirais économique, résonne, vibre, s'inquiète, les marchés sont catastrophés, ils se précipitent vers l'or, ils se précipitent vers un peu moins d'ailleurs, beaucoup moins même, vers le Bitcoin. Enfin voilà, tout le monde est très inquiet, et finalement les seuls qui regardent ça avec un certain détachement, ce sont les Russes, puisque d'ailleurs la Russie n'est pas sur ce tableau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas officiellement, en tout cas pas directement, de commerce entre la Russie et les États-Unis. Il n'y en a jamais eu beaucoup d'ailleurs. Je rappelle, en 2014, au moment des premières sanctions, les échanges entre les États-Unis et la Russie, pour les deux, ça représente 0,2% du PIB de part et d'autre. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et ce qu'importent les États-Unis, je l'ai déjà dit, de la Russie, ils ne peuvent pas s'en passer. Si jamais ils augmentent les droits de douane, c'est le client final américain qui va les payer, parce que les Russes ne baisseront pas leur prix, c'est-à-dire l'uranium enrichi, c'est-à-dire l'engrais, c'est-à-dire des sous-ensembles pour notamment aéronautique. Alors je crois que le titane, les Russes d'eux-mêmes ont arrêté de le livrer en guise de contre-sanction. Donc tout ça, finalement, est un problème qui ne touche pas la Russie. Et donc je vous renvoie aux diverses analyses. De toute manière, pour l'instant, on n'y voit pas encore très très clair sur ce que va vraiment faire Trump et sur ce qui va être décidé. Mais tout le monde est très fébrile, notamment, évidemment, les partenaires européens. Face à ça, le monde asiatique s'organise, et on a observé notamment un rapprochement sino-nippo coréens du Sud, donc qui veulent créer un espace économique pour pouvoir finalement continuer à prospérer en dehors ou parallèlement des États-Unis, et surtout essayer d'amortir cette politique américaine extrêmement agressive, extrêmement violente depuis que Donald Trump est arrivé. Et ça s'est aussi manifesté par la réception par Xi Jinping des grands patrons des boîtes internationales pour les inviter à venir s'installer en Chine, et pourquoi pas y mettre leur siège, puisque la Chine, c'est le centre de production, pourquoi ne pas y avoir son siège? Donc, et notamment, on a eu des grands comme Samsung, qui pourtant, aujourd'hui, je crois que Samsung n'a pas le droit de livrer des microprocesseurs. Samsung est bloqué dans sa collaboration avec la Chine, d'ailleurs ça lui nuit. TSMC, Taïwan également, ASML, on en a parlé, qui fabrique donc ces machines-outils donc pour forger ces microprocesseurs,
également est bloqué à cause des sanctions américaines. Et tout ça, ça se passe sur fond que eh bien, les Chinois sont en train de s'en sortir, précisément dans cette forge des microprocesseurs. On parle désormais que le 5 nanomètres aurait été atteint. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça, ce succès pour descendre en dessous du 7 nanomètres, eh bien, marque un changement vraiment de paradigme international, puisque c'était le domaine dans lequel encore Washington espérait pouvoir contenir la Chine. Et donc, cette capacité technologique plus cette capacité de production va évidemment changer complètement la donne. C'est très bon pour les Russes qui vont en bénéficier. Eux-mêmes, d'ailleurs, les Russes ça y est, fabriquent en série du 350 nanomètres. Alors, c'est beaucoup plus, mais en 2026, on sera à 130 nanomètres, et surtout, ça comble en fait une grande part de la consommation, parce qu'effectivement, pour un téléphone mobile, c'est trop gros, mais pour une voiture, un missile, un char, l'avionique, même transportée, tout ça, cette taille de gravure est suffisante. Voilà. Après, évidemment, pour la 5G, pour les téléphones mobiles, il faut passer en dessous, et c'est là où ASML joue son rôle, ou TSMC, Samsung, et maintenant les Chinois, Huawei notamment, pourtant sous sanction, eh bien, ont une place privilégiée dans le monde. Donc tout cela est en train de bouger, et la Chine avance prudemment mais sûrement. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'excellente interview, et ça aussi ça m'a plu, mais je l'ai mis dans le domaine économique, c'est l'interview de Laurent Michelon, notre spécialiste de la Chine, donc, et auteur d'un livre à succès pour comprendre l'Occident et la Chine. Voilà, donc interview sur TV Liberté par Édouard Chano de Laurent Michelon. Ça aussi, je vous recommande d'aller voir, c'est toujours extrêmement intéressant. Les Russes aussi sont à fond dans les nouvelles technologies, et un décret vient d'être pris pour permettre un cashback, un retour, pardon pour l'anglicisme, un retour sur investissement de la part de l'État russe pour les entreprises qui auront atteint des taux de robotisation exigés, réclamés par le ministère de l'Industrie et du Commerce russe. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Encore une fois, on observe exactement ce que la France aurait dû faire dans les années 70, c'est-à-dire réduire l'immigration, et surtout l'hyper-contrôlée, c'est toutes les lois, tout ce qui est en train d'être installé en Russie est vraiment excellent de ce côté-là. C'est un copie conforme de ce qu'on voit aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, donc et tout le monde est content, en fait, finalement, donc pas de regroupement familial, juste l'immigration de travail, permis de travail, arrivée, fin du travail, retour à la maison. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer partout. Et donc, nous, c'est pas ça, c'était immigration de masse, avec l'idée, évidemment, du regroupement familial, du grand remplacement. Donc là, ça donne la situation d'anarchie complète dans le pays, que l'on peut observer aujourd'hui. Donc les Russes, eux, non seulement font ça pour contrôler cette immigration, mais en plus robotisent à tout va, sur également le modèle chinois. D'ailleurs, j'avais montré les images, l'usine Aval, qui est un fabricant automobile à Toula, est totalement robotisée. Il y a quelques types en blouse blanche qui circulent, mais globalement, il y a très peu d'ouvriers spécialisés, parce que les robots font tout. Donc effectivement, ça c'est la solution, notamment avec le déclin démographique généralisé qui est planétaire. D'ailleurs, les Chinois ont des problèmes démographiques, les Turcs ont des problèmes démographiques, la Russie a des problèmes démographiques. Sans doute, c'est elle qui en a le moins en Europe, mais elle en a quand même, et d'ailleurs, elle essaie d'y travailler. Et donc voilà. Point positif, et puis encore une fois, recours aux technologies par la Russie, c'est désormais généralisé. Toujours la Russie, on sait que grâce à Standard & Poor's, la taille de la flotte russe, donc en matière de cette flotte fantôme, donc qui est en fait plus que la totalité de toutes les autres flottes fantômes iraniennes notamment dans le monde. Donc en fait la Russie, grâce aux sanctions, s'est dotée, et donc ça lui permet aussi de gagner de l'argent, s'est dotée d'un outil assez incroyable, contre lequel toutes les mesures qui pourraient être prises semblent, en tout cas jusqu'à présent, impuissantes. Et dernière bonne nouvelle encore pour la Russie, c'est que la Mongolie vient de donner l'autorisation de traverser pour le Force de Sibérie, pardon, pas le Nord Stream, le Force de Sibérie numéro 2. Donc le Force de Sibérie, le premier, emportait du gaz russe vers la Chine, et le second emporte du gaz russe vers la Chine en passant par la Mongolie. On en avait parlé, on avait fait d'ailleurs une émission sur la Mongolie dans l'échiquier mondial que je vous recommande. Et donc tous ceux qui nous annonçaient il y a un an que ça y est, les Chinois
Et les Russes n'arriveraient pas à s'entendre. Non, ce genre de négociation, ça prend énormément de temps. Force de Sibérie numéro 1 a mis beaucoup de temps à accoucher. Et c'est sans doute d'ailleurs les sanctions, les premières sanctions 2014-2015 qui ont poussé la Russie à accélérer. Et là, finalement, la Chine et la Russie sont tous les deux finalement sous pression. La Russie veut écouler son gaz, la Chine a besoin d'une énergie pas chère pour sa croissance, et en plus elle est sous la pression des États-Unis, donc elle a besoin de ce genre de solution. Donc je pense qu'on va avoir des déclarations tout à fait intéressantes qui vont être faites peut-être dans le cadre du 9 mai, puisque là on va le voir, l'arrivée de Xi Jinping à Moscou. Donc de ce côté-là, voilà, excellente nouvelle, hein, et en plus, donc non seulement évidemment ça va rapporter de l'argent à la Russie, apporter de l'énergie pas chère à la Chine, mais en plus ça permet d'apporter le gaz dans toutes les régions, toutes les patelins, toutes les localités qui sont traversées par ce gazoduc. En Russie, en Mongolie, d'ailleurs c'est déjà prévu, et évidemment en Chine. Donc tout ça, c'est du développement du territoire, c'est pas seulement un projet purement commercial, contrairement à Nord Stream 2, puisque là, en gros, à part l'endroit d'où ça part et l'endroit où ça arrive en Allemagne, c'est pas la faune et la flore qui vont bénéficier du tuyau. Voilà pour les nouvelles économiques, passons maintenant aux politico-diplomatiques. Et première nouvelle, elle concerne la France, c'est que nous avons un nouvel ambassadeur de France en Russie, Nicolas de Rivière, 61 ans. Donc j'ai souligné d'ailleurs sur TikTok, pour ceux qui me suivent, le point que je voyais de positif, c'est que déjà on a de nouveau un ambassadeur, puisque l'ambassadeur Lévy nous a quittés depuis plusieurs mois maintenant, et en plus c'était un second couteau, on va dire, de la diplomatie française, puisque son ambassade la plus importante, ça avait été la Pologne. Donc ça, ou le Zimbabwe, c'est à peu près la même chose. Et normalement, la politique diplomatique de la France en Russie, c'est de mettre en place des poids lourds de la diplomatie, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé par l'ambassade de France à Londres, l'ambassade de France à Washington, l'ambassade de France à Berlin, l'ambassade de France à Pékin, l'ambassade de France ou la représentation française aux Nations Unies. Et c'est le cas d'ailleurs de notre nouvel ambassadeur, donc qui lui vient des États-Unis. D'ailleurs, Madame Berkman aussi, bon, elle en a fait d'autres, mais elle était passée également par les États-Unis. Donc, ça veut dire que de nouveau, le Quai d'Orsay visiblement considère qu'il faut mettre un peu de considération dans la relation franco-russe. C'est la moindre des choses, et de mettre quelqu'un qui a quand même une certaine stature. Voilà. Donc, voilà. Après, il ne faut pas non plus y mettre trop d'espoir. Le Quai d'Orsay aujourd'hui est dirigé par quelqu'un dont le comportement montre qu'il a des dysfonctionnements comportementaux. J'ai nommé Jean-Noël Barrot. Le prédécesseur de ces journées était un insignifiant. C'était surtout dû à ses fréquentations au sein de la bande à Macron. Voilà. Et puis, visiblement, c'est le fait qu'il était plutôt bienveillant vis-à-vis du lobby LGBT, qui est très présent au Quai d'Orsay. Il faut quand même pouvoir le dire. Donc tout ça évidemment, fait que autant de points qui sont négatifs vis-à-vis de la Russie. Mais encore une fois, voilà, malgré tous ces points négatifs, là, on a un ambassadeur d'une certaine carrure. Et puis après, l'avenir nous dira ce que ça va donner. Cette semaine aussi était marquée, et je vous renvoie encore à Laurent Michelon, par la visite donc du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui donc a rendu visite non seulement à son homologue, Sergueï Lavrov, à Moscou, mais également à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'accueille pas systématiquement tous les ministres des Affaires étrangères qui se déplacent en Russie. Donc là, évidemment, quand c'est la Chine, c'est les petits plats dans les grands. Donc il a été question, évidemment, de coopération politique, économique, de préparation du 9 mai. Et surtout, je pense que c'est un signe pour bien montrer que quel que soit le rapprochement qui peut se passer entre Washington et Moscou, la priorité est évidemment à cette relation bilatérale sino-russe. C'est évident, c'est également les conclusions de Laurent Michelon, encore une fois, je vous renvoie son interview. Donc on est quand même dans quelque chose de très structurant pour les relations internationales. La stabilité de la relation sino-russe finalement contraste avec la diplomatie erratique de Donald Trump. Honnêtement, j'aime bien le personnage, mais là j'ai du mal à suivre à la fois ses décisions économiques, ses décisions diplomatiques. Ça part dans tous les sens, ça peut devenir dangereux. On voit toujours pas où il va en venir avec le Yémen, avec Ansar Allah,
plus connus, mais il paraît que ça leur fait pas plaisir quand on les appelle comme ça, comme les Houthis, qui ont clairement expliqué, qui ont déclaré qu'ils mettraient fin à leurs actions contre les navires occidentaux en mer Rouge lorsque Israël aura fini les opérations d'épuration ethnique à Gaza. Donc tout ça évidemment énerve ce qui reste d'État profond américain, mais qui visiblement a encore de l'influence sur Trump. Et maintenant on est passé dans l'ultimatum vis-à-vis de l'Iran, avec mobilisation, en tout cas agitation aéronautique militaire, et tout le monde, évidemment comme d'habitude on commence déjà à parler de guerre. L'Iran a clairement montré son intention de, au moins d'apparence de tenir bon, de ne pas se laisser soumettre, se souvenant, et c'est vrai que c'est Donald Trump qui a mis fin lors de son premier mandat à l'accord nucléaire qui avait été signé sous Obama. Après, d'autres rumeurs disent que finalement l'Iran et les États-Unis sont déjà en train de négocier en cachette, comme ça avait été le cas entre Washington et le Hamas. Et ça avait été découvert par Tel Aviv, qui avait publié l'information pour saboter les tentatives de paix. Ça, je vous renvoie aux travaux de Youssef Indy, à sa chronique hebdomadaire. C'est très important de le comprendre. Donc pour l'instant, en fait, on ne sait pas trop ce que veut faire Donald Trump. Je ne pense pas qu'il va bombarder l'Iran, parce que ça, d'ailleurs, ça mettrait largement en danger Israël. Je rappelle que pour arrêter une attaque de missiles, et encore plutôt douce, iranienne, ça a quand même coûté $1 milliard. Donc Trump veut faire des économies. Donc c'est pas le moment de démarrer une guerre contre l'Iran. Et l'Iran a des réserves de missiles. C'est pas du tout le Hamas ou le Hezbollah. C'est quand même un gros morceau à avaler. Donc voilà. Que va faire Donald Trump? Est-ce qu'encore une fois il fait du Trump, c'est-à-dire il est brutal, vocal, et puis que finalement on va arriver vers une solution de paix? L'avenir nous le dira. En ce qui concerne la relation russo-américaine, eh bien là, cette semaine est arrivé le représentant donc de Vladimir Poutine, un des représentants pour cette question, plutôt sur la partie économique, de quelqu'un dont on a déjà parlé, qui est Kirill Dmitriev, donc qui est le président du fonds d'investissement direct. Donc là, il arrive et on va voir ce que ça va donner. Et encore une fois, on s'aperçoit que finalement la relation entre Washington et Moscou se fait de manière, pour une fois, vraiment diplomatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discrétion autour de ce qui est décidé, donc on va y revenir, mais soyons très prudents vis-à-vis des déclarations officielles. Empire du mensonge maintenant, et je voudrais, pour rebondir sur ce que je viens de dire, en fait souligner l'importance de faire attention à toutes les déclarations qui sont faites dans la presse américaine. En ce moment, ils racontent tout et n'importe quoi, et c'est un but politique. Et notamment, on a eu une déclaration il y a quelques jours qui expliquait que Donald Trump était furieux, qu'il voulait mettre des sanctions contre la Russie, etc. Simultanément, l'Instagram, donc républicain russophobe, a annoncé qu'il avait préparé une motion pour le Congrès américain pour mettre des sanctions contre la Russie. Et donc tout le monde a commencé évidemment les chaînes de propagande à raisonner, essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que Trump fait ce revirement vis-à-vis de Poutine, jusqu'à ce que Trump dise que ce n'était pas le cas. Donc en fait, on n'en sait rien. Donc je pense que pour l'instant, non seulement d'ailleurs, il ne faut pas écouter ce que disent les grands médias américains sur les soi-disant positions de Donald Trump, mais même avec les déclarations de Donald Trump, il faut être prudent, il faut regarder sur ce qu'il fait. Et pour l'instant, ce qu'il fait avec la Russie va dans le bon sens. Ces échanges de diplomates, ces échanges de spécialistes, tout ça, ça va dans le bon sens. Et tout de suite, le moment bunker. Le moment bunker, eh bien, c'est le New York Times, alors qui fait un article très intéressant, qui a été récupéré d'ailleurs sur France Info, qui nous explique ce que nous on dit depuis le début, c'est-à-dire que l'état-major donc de l'armée ukrainienne, en fait, est un état-major otano-kievien qui était basé à Wiesbaden. Non, d'accord. Même pas en Ukraine, et que c'est les Ukrainiens et les Américains qui ont coordonné toutes les opérations militaires. Donc ça, c'est intéressant, ça confirme ce que nous on disait, c'est-à-dire que d'ailleurs la défaite de l'Ukraine sera une défaite de l'OTAN. Et donc pour ça, ils nous inventent un énorme bobard, c'est-à-dire qu'en fait, oui, mais les Américains étaient pas d'accord pour l'opération sur Bakhmout, ils voulaient faire une offensive sur Melitopol, et c'est pas de la faute si les Américains, si l'offensive de l'été 2023 a échoué, c'est parce que les Ukrainiens ne nous ont pas écoutés. C'est pareil, les Américains étaient contre l'opération à Koursk. Si jamais ça a été fait comme ça, c'est parce que c'est les Ukrainiens qui l'ont voulu. Donc en fait, aujourd'hui, le narratif que nous vend le New York Times, c'est que en fait, si l'Ukraine va se prendre une raclée, mais elle aurait gagné. Donc le moment bunker, elle aurait gagné si seulement elle avait écouté les Américains. Non, l'Ukraine aurait perdu de toute manière, quelle que soit la configuration des combats
combat, c'est une question de rapidité. Oui, les opérations débiles de l'offensive de l'été 23 et de l'offensive de Koursk de l'été 24 sont des accélérateurs de la défaite ukrainienne. Mais ça aurait eu lieu de toute manière. Et rappelons encore que la veille de l'offensive en 2023, le général Mattis, le chef d'état-major de l'armée du Pentagone, Lloyd Austin, le secrétaire général à la défense, avait dit que l'Ukraine avait eu tout ce dont elle avait besoin. Et au contraire, c'est le mensonge qui était cette espèce de désinformation, d'autodésinformation qui circule dans l'OTAN, qu'on a vu d'ailleurs sur les plateaux de télé avec les Gamelin-Goya, Gamelin-Yakovlev, qui disaient que quand les Russes verraient arriver les tanks Léopard et Abrams de l'OTAN, eh bien, ils allaient partir en courant. Voilà. Donc on avait dit la semaine dernière, Petr Pavel, ancien général de l'OTAN, président tchèque aujourd'hui, a dit oui, mais en fait l'offensive n'a aucune chance de gagner. Mais il croyait vraiment que les Russes allaient partir en courant. Donc oui, le New York Times a raison, c'est bien un état-major otano-kievien qui devra assumer la défaite et il n'y a pas d'excuses à trouver. Hein. C'est, comme on disait quand j'étais dans l'armée, c'est des excuses de caporaux. Voilà. Armement maintenant et F-35 pour tous, parce que oui, tous ceux qui nous avaient parlé de faire l'Europe de la défense, etc., peut-être ceux qui avaient décidé d'acheter des F-35 vont y renoncer pour le Rafale. Eh bien, on sait déjà que non pour l'Allemagne, non pour l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que déjà c'est la pression américaine et que finalement on obéit quoi qu'il arrive à l'Amérique, quel que soit son président. Ensuite, c'est des contrats qui sont signés. On n'annule pas des contrats avec des sommes aussi colossales comme ça sur un claquement de doigts. Et en plus, il y a une intégration industrielle du F-35 tout simplement dans l'industrie allemande. Donc, elle va produire des sous-ensembles, comme d'ailleurs la Turquie, qui pourtant n'y a pas renoncé, mais on le lui a interdit, puisqu'ils avaient acquis des systèmes S-400 russes, et de très bonne affaire pour la Turquie d'ailleurs de ne pas avoir ce cercueil volant. Donc voilà, toutes ces histoires d'Europe de la défense, c'est faux. Et la seule chose aujourd'hui qui doit préoccuper la France, c'est pas l'Europe de la défense, c'est la France de la défense. On a la chance, parce qu'il y a le génie français qui est encore là, et parce qu'il y a l'héritage, notamment du général de Gaulle, d'avoir Dassault, d'avoir Nexter, qui fabrique notamment le canon César, qui s'est révélé, mais ça je le savais pour l'avoir vu en démonstration avant, qui s'est révélé un excellent instrument. Donc on n'a pas besoin de l'Europe de la défense, on a besoin d'avoir un vrai budget de la défense, d'avoir une vision d'équipement de nos projets, et après, oui, pourquoi pas, exporter. Mais c'est parce que nos matériels ont fait leurs preuves dans notre armée, c'est d'ailleurs le cas de tous les complexes militaires industriels, il faut d'abord acheter le matériel qui fasse ses preuves, et on pourra l'exporter. Voilà, donc la défense européenne, c'est du flanc. Et rapidement, quelques considérations militaires générales. Impasse dans les cessez-le-feu. Donc le cessez-le-feu en mer Noire, je pense, n'aura pas lieu, alors à moins que Trump arrive à tordre le bras de Zelensky. Mais pour l'instant, la Russie n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire la levée des sanctions sur le SWIFT pour les exportations agricoles. Et puis, encore une fois, une manière de structurer cet accord. Kiev n'en veut pas, les Européens n'en veulent pas, puisqu'ils sont dans une vision radicale de ce conflit. Donc ça, déjà, ce cessez-le-feu pour l'instant en mer Noire, je ne le vois pas arriver. Le cessez-le-feu sur les cibles énergétiques est en train de devenir un échec, mais les Russes la jouent très fine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, depuis le 18 mars, Kiev a quasiment systématiquement bombardé toutes des infrastructures énergétiques en Russie, quasiment tous les jours. Il y a quelques jours, on était à 23, et là, au moment où je tourne ce bulletin, j'ai encore vu, ça a tiré sur les infrastructures, 4 infrastructures énergétiques en Russie. Et pourtant, la Russie, elle ne riposte pas. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 avril. Dans 15 jours, ça fera les 30 jours de cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Et ça aura permis à Washington de montrer que Zelensky soit ne peut pas faire appliquer l'accord de cessez-le-feu, soit ne peut pas le faire appliquer parce qu'on ne l'écoute pas dans son pays, ou alors c'est Trump qui n'arrive pas à faire appliquer à Zelensky le cessez-le-feu qui a été décidé. Donc ça montrera, quoi qu'il arrive, la bonne volonté de la Russie, et ça montrera que Kiev est un partenaire absolument non fiable. Donc voilà, je pense que si jamais ça ne s'arrange pas, donc dans exactement 15 jours, il va y avoir un déferlement de géranium, de drones, de missiles sur les systèmes, sur ce qui reste du système énergétique ukrainien, comme on n'en a pas vu depuis le début de l'opération militaire spéciale. Et ce sera la faute de Kiev.
Autre accord qui visiblement n'est pas prêt de fonctionner, c'est l'accord sur le transfert en fait à un organisme de gestion américain des ressources minérales, énergétiques ukrainiennes, pour les raisons qu'on avait données. Déjà, les oligarques veulent garder la main dessus, les Européens en veulent un morceau, et de toute manière, c'est ingérable. Et ça aussi, ce sera sans doute un prétexte, on l'espère, pour Donald Trump de rompre avec l'Ukraine et de laisser les Européens et les Kieviens se débrouiller avec les Russes. Et donc, on sait très bien comment ça va se finir. De toute manière, les Russes, on l'a déjà dit, ont déjà gagné la guerre. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors, je ne vais pas vous faire les frappes dans la profondeur. On peut dire que du côté ukrainien, eh bien, les Ukrainiens bombardaient systématiquement une vaste zone dans toute la Russie en frappant délibérément les infrastructures énergétique. Donc là, c'est clairement pour faire en sorte que, évidemment, la trêve ne soit pas respectée. On vient d'en parler. Les Russes, de leur côté, ont frappé dans plusieurs villes les infrastructures militaires ukrainiennes. Et passons maintenant à la ligne de front. Du côté de Zaporozhye, je rappelle, Zaporozhye, c'est la capitale de cette région-là qui n'est contrôlée qu'à 70% par la Russie. Et donc la capitale, elle est là. Donc là, les Russes ont continué leur progression et veulent s'emparer de la moitié de Kamianskoye qui leur manque ici. Donc ça va être sans doute le but de l'offensive dans les semaines qui viennent. Plus à l'ouest, là, le front a bien progressé en faveur des Russes, donc notamment au nord de Velikaya Novoselka, et là, les Russes ont pris la localité de Veseloe ici. Et ce qui est important, puisque en fait, ils ont franchi la dernière ligne de défense ukrainienne, et donc là, les Russes peuvent soit avancer vers Kamar, vers le nord, soit prendre vers l'ouest, donc et rentrer dans la région de Dniepropetrovsk, donc avancée significative. Pareil, Razliv, qui était un bastion dans l'ancienne direction de Kurakovo, Constantinople, eh bien, a été libéré par les Russes cette semaine. Les Russes donc avancent fortement vers l'ouest, vers la frontière de la région de Dniepropetrovsk. Comme on le voit sur cette carte, ils ont amélioré leur position et continuent à se battre pour Kotliarovka, à cet endroit-là. Les combats avancent bien. En revanche, plus au nord, c'est l'OTAN qui tente de nouveau de reprendre l'initiative en repoussant cette espèce de tête de pont russe au sud de Pakrovsk, alors qu'il n'est plus vraiment aujourd'hui une direction principale. Comme on le voit, la direction principale, c'est clairement vers l'ouest. Mais là, les Otano-Kieviens ont réussi à rentrer dans le village de Solonoe, ici. Et également, les affrontements continuent autour de Kotlino. Plus à l'est maintenant, les Russes continuent à avancer dans cette espèce de poche et donc sont rentrés dans Valentinovka. On sent bien que la semaine dernière, ils s'étaient emparés de ces deux localités ici. Du côté de Toretsk aussi, la situation se complique pour les Kieviens et les Russes tentent de nettoyer en fait les derniers bastions. Donc la ligne de front là est pas très claire parce que ça avance, ça recule, mais aujourd'hui visiblement l'initiative est du côté russe et les Kieviens ont vraisemblablement renoncé à contre-attaquer dans la ville de Toretsk. Des combats très intenses ont lieu du côté de Tchassov Yar. Les Kieviens tentent de contre-attaquer, pour l'instant sans succès, mais ça empêche l'armée russe de continuer sa progression et de lancer l'assaut sur Konstantinovka. Plus au nord maintenant sur le front de Kharkov, dans la direction de Kharkov-Kupiansk. Là, les Kieviens ont reconnu la perte de Yampolovka et donc les Russes sont en train de donner l'assaut sur Torskoye. Ici, ce qui va leur permettre d'arriver vers Liman, de contourner et de foncer vers Liman. Il faut prendre Liman, ce serait l'idéal, avant de donner l'assaut sur Slaviansk. Le front, le long à l'ouest de la rivière Jerebets, ici, est en train également de se renforcer pour les Russes, comme on le voit. Donc là, désormais, il y a toute cette zone-là, donc à l'ouest de la rivière, est contrôlée par les Russes. Et plus au nord également, les choses avancent bien pour les Russes. Pareil, tout l'ouest de la rivière Oskol, cette ligne bleue, c'est la rivière Oskol. Donc tout l'ouest de cette rivière est désormais contrôlé par la Russie, puisque les Russes ont avancé dans Kamianka, qui devrait tomber d'ici la semaine prochaine, et donc ont réussi à consolider donc leur présence ici. Ça va leur permettre d'avancer vers Veliki Burluk à cet endroit-là, qui est un nœud logistique à la fois pour Vovchansk et également pour Kupiansk, avec dans l'idée après de pouvoir contourner Kupiansk par l'ouest et de bloquer cette artère d'approvisionnement ici. Plus à l'ouest, les combats continuent, mais le front n'a pas trop bougé. Donc finalement, la tentative de percer
otano-kievienne, donc j'ai laissé la ligne de la semaine dernière, ça n'a pas trop avancé, ça n'ira nulle part parce que évidemment les Russes n'ont pas été surpris. Et donc ça a coûté énormément de pertes encore sur le modèle de ce qu'on a vu dans la bataille de Koursk. Donc là aussi, absurdité des directions stratégiques ou opératives qui sont données par le régime de Kiev. Plus au nord, donc, dans la direction désormais qui est la direction de Soumy, les Russes continuent à renforcer leur position, à essayer d'avancer dans cette région, qu'ils occupent déjà pour partie, et de finir le nettoyage. Donc c'est pas très clair à la fois du côté de Oreshne ici, et de Gouyevo et de Gornal à cet endroit-là. La bonne nouvelle, c'est que Zelensky s'est fait prendre en photo à côté de la ville de Soumy, ce qui veut dire qu'elle va tomber puisque toutes les villes auprès desquelles il avait pris une photo, eh bien, ont fini par tomber. Donc ça a fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Voilà où nous en sommes le vendredi 4 avril au matin. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère